Bonjour et bienvenue à tous pour cette interview où vraiment je suis hyper content de recevoir aujourd'hui Laurent Testo parce que vous êtes devenu un de mes compagnons de chevet quand j'écoute tard et que je fais un peu de travail pour moi. J'aime bien écouter vos conférences parce qu'à ce fois elles sont passionnantes, passionnées et ça résonne beaucoup en moi qui suis un fan d'histoire, mais tout le monde ne vous connaît pas encore. Laurent, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques phrases? Oui, bonjour Frédéric Canvet, merci pour cette invitation. Alors pour me présenter en cours, je suis journaliste de formation et je m'intéresse, je travaille essentiellement en histoire globale et de plus en plus en prospective parce que je pense que les deux sont liés. L'histoire globale est une méthode d'appréhension de l'histoire à très grande échelle qui permet de relire l'histoire des civilisations, nos rapports à l'environnement, également l'émergence du ce qu'on peut appeler le modèle occidental, c'est-à-dire la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, que d'autres vont dire civilisation thermo-industrielle. C'est ce présent dont nous avons du mal finalement à nous représenter vraiment là où il pourrait nous mener. Voilà. Donc tous ces questionnements-là, je les traduis dans différentes activités en indépendant, en formateur, en conférencier, en écrivain et en journaliste. Du côté de l'écriture, je suis connu pour un livre que j'ai publié en 2017 chez Payot, qui s'appelle Cataclysme, une histoire environnementale de l'humanité, qui est une synthèse de l'histoire environnementale globale développée aux États-Unis. Et ces dernières années, j'ai dirigé des ouvrages collectifs, Collapsus notamment en 2020 avec Laurent Hayet, où on donnait la parole à un peu moins d'une quarantaine de spécialistes de l'effondrement, soit des gens qui étaient pour, soit des gens qui critiquaient cette notion. Enfin, on a essayé de faire quelque chose d'assez large pour que le public puisse se faire une idée sur cette question. Et mes deux derniers livres donc, sont sortis en 2023. Le premier est coécrit avec Nathanael Wallenhorst, Vortex, faire face à l'Anthropocène. Donc c'est un manuel d'Anthropocène, on explique ce qu'est l'Anthropocène des sciences physiques, ce que devrait être l'Anthropocène des sciences humaines et sociales, parce qu'il faut qu'on s'empare de ce sujet. Et à la fin, c'est un appel à politiser cette notion pour échapper au vortex, le vortex étant cette espèce d'aspirateur un peu inconnu qui semble nous amener vers le chaos. Alors Comment justement, on s'échappe du vortex? ça c'est une très bonne chose. Est-ce que tu pourrais nous expliquer et vulgariser le concept d'anthropocène justement, parce que c'est quelque chose qui n'est pas très connu du grand public. Oui, alors dans le grand public, on a entendu beaucoup parler de réchauffement climatique. On a entendu parler un peu moins d'effondrement de la biodiversité. Les problèmes de pollution chimique, notamment, qui sont planétaires et vraiment très inquiétants, commencent juste à émerger dans les actus importantes. L'Anthropocène fait un lien avec tout ça en actant de manière, c'est un terme qui part de la géologie, en actant que l'humanité est devenue la première force à l'œuvre sur la planète qui modifie les écosystèmes, change le climat, acidifie les océans, transforme les sols, les artificialise, fait reculer les écosystèmes, bref, que nous sommes absolument partout et que du coup, c'est le fait politique majeur pour moi de notre époque. C'est-à-dire que nous devons nous préoccuper de notre impact parce que nous sommes en train d'altérer l'habitabilité de la Terre. Quand je dis l'habitabilité de la Terre, il s'agit vraiment de la survie de notre espèce, ou plus exactement, parce que je pense que l'humanité peut à peu près survivre à tout, de la survie des 10 milliards de personnes que l'on attend en 2050 dans des conditions décentes. Donc l'Anthropocène charrie tous ces concepts en sciences physiques et on peut s'en servir en sciences humaines pour penser des politiques intégrées, pluridisciplinaires et capables de réfléchir aux conséquences que peut avoir telle mesure sur l'ensemble des autres paramètres. Je vais donner un exemple. On sait que le réchauffement climatique accélère l'érosion de la biodiversité, que l'érosion de la biodiversité accélère en retour le changement climatique, mais les politiques qui sont pensées pour remédier à l'un ou à l'autre, trop souvent, sont simplistes et font abstraction des interactions. Donc, il faut des grilles de lecture transdisciplinaires et capables de manipuler ces concepts de manière globale, ce pourquoi l'Anthropocène est un excellent outil.
Bah justement, il y a un deuxième point aussi qui est important et qui est très intéressant, c'est que vous parlez en fait d'histoire globale, non pas s'intéresser à un point, vous parlez souvent du vigneron qui a fait une étude vraiment très très précise sur une donnée, mais d'avoir la vision d'ensemble qui permet vraiment de bien comprendre les sujets. C'est ça? Oui, l'histoire globale est un regard qui permet d'appréhender à très grande échelle les phénomènes historiques, alors que l'histoire telle qu'on la pratique normalement repose sur l'analyse des archives. Or, l'analyse des archives mène méthodiquement à des sujets d'ampleur relative, en tout cas limité à la capacité de l'historien ou des historiens, quand il s'agit d'un travail d'équipe, à appréhender certaines catégories d'archives. Alors l'histoire globale se veut transdisciplinaire, c'est-à-dire associer les sciences de l'environnement, l'économie, l'archéologie, tout ce qui est pertinent en fait pour raconter des histoires avec des regards spécifiques sur le passé, et essayer de faire une synthèse de ça. On travaille donc sur le temps long, sur les grandes distances, ça c'est fondamental, et avec des jeux d'échelle pour la narration, c'est-à-dire qu'on ne veut pas faire une histoire totale dans l'histoire globale, une histoire qui serait l'histoire de tout, ça ne peut pas exister, mais une histoire qui donne un regard à différents niveaux, à différentes échelles. Donc, on peut passer de l'histoire individuelle d'une personne prise dans un phénomène à l'histoire globale de ce qui se passe à ce moment-là sur la Terre. Par exemple, effectivement, si un vigneron voit les dates de vendange décalées, ça peut être lié à un certain nombre d'événements météorologiques ou climatiques dont on peut faire l'histoire ailleurs. On peut voyager ainsi de l'Europe à la Chine ou aux Amériques et puis analyser ce qu'est un changement climatique à cette échelle-là. Et justement, vous indiquez qu'avec cette vision d'histoire globale, que des effondrements sont déjà arrivés précédemment, avec justement différentes causes, et vous en avez listé, je crois, 5 ou 6, que ce soit le changement climatique, les erreurs des dirigeants, l'épuisement des sols, et que ces critères-là sont en train d'arriver. Et d'ailleurs, vous avez précisé que c'était assez paradoxalement les Chinois qui étaient les mieux préparés pour anticiper cet effondrement parce qu'ils avaient vécu plusieurs effondrements de ce type dans leur histoire passée. Oui, alors la notion d'effondrement, c'est un peu compliqué à manipuler parce qu'elle est lourde aujourd'hui de sous-entendus, etc. Je vais vraiment parler de l'effondrement de manière un peu globale, c'est-à-dire un moment où une civilisation change réellement de nature suite à des chocs. Ces chocs sont effectivement multifactoriels en règle générale. Il y a des changements climatiques, très souvent. Il y a effectivement des guerres, puisque quand on est en période de tension, les populations se révoltent, ce qui provoque des guerres civiles, et les voisins essayent de vous envahir pour prendre vos stocks. Donc, ça provoque également des guerres extérieures, pour faire simple. On a d'autres éléments qui se combinent à ça. L'érosion des sols, quand on a trop, comment dirais-je, compter sur la fertilité des sols. Bon, tout ça, après, ça a été documenté dans différentes histoires plus ou moins, comment dirais-je, sujettes à polémique. Je pense aux Mayas, je pense à d'autres histoires. Et l'île de Pâques. L'île de Pâques. Alors, l'île de Pâques, voilà, on en a surtout la vision telle que restituée par Jared Diamond dans Effondrement. Alors, Jared Diamond a fait un travail formidable dans Effondrement parce qu'il propose une grille d'analyse, effectivement, avec 5 catégories de facteurs pouvant provoquer un effondrement. Le problème, c'est que la partie théorique de Jared Diamond est très forte. La partie pratique, il s'est basé beaucoup sur des vieilles archives, donc ce qu'il dit sur les Vikings ou sur l'île de Pâques a été fortement contesté par les archéologues et est plus complexe que ce qu'il restitue dans son livre. Enfin, peu importe, on pourra en parler plus longuement. Ce qui est intéressant, c'est par rapport à la notion d'effondrement, c'est-à-dire que nous n'avons jamais été dans une civilisation thermo-industrielle en voie d'effondrement. Ce que nous connaissons auparavant, ce sont des civilisations agraires qui parfois avaient des activités commerciales très importantes qui contribuaient à leur prospérité. Et ces civilisations-là se sont effondrées à un moment parce que le climat a fait des siennes. Souvent, c'est une éruption volcanique qui provoque un refroidissement temporaire de la Terre, mais temporaire quand ça dure une décennie ou plus et que vous n'avez quasiment pas de récolte, ça suffit pour foutre en l'air un édifice civilisationnel. Donc, c'est ce qui arrivait assez fréquemment dans le passé. Certaines civilisations parvenaient à louvoyer dedans. Et le propre des civilisations agraires développées, c'était justement d'avoir des réserves, des grains.
On faisait des entrepôts. En Chine, c'est là où on a poussé la chose le plus loin. On avait parfois plusieurs années de stock de grains en réserve pour pallier ce type de situation. Si jamais il y avait un été pourri suivi d'un hiver glacial et qu'après on ne récoltait plus rien, ce que l'historien Tim Brooke appelle des bourbiers, il en voit arriver plusieurs dans l'histoire de la Chine du dernier millénaire, il en a identifié et étudié 9 au moins. Et les Chinois essayaient d'acheter la paix sociale en distribuant du grain qui échappa au marché, parce qu'ils avaient un système économique assez développé. Là, je parle de la Chine entre le XIVe et le XVIIe siècle. Ils avaient un système économique très développé où l'État intervenait sur les marchés quand ceux-ci commençaient à spéculer sur la rareté du grain. L'État disait non, le prix du grain est fixe et nous, on a des réserves pour continuer à distribuer aux gens qui sont vraiment dans le besoin afin d'éviter des révoltes. Alors, ça marchait plus ou moins bien. On compte à peu près 1 millier de guerres sur le dernier millénaire en Chine liées à des causes frumentaires, comme disent les historiens, c'est-à-dire liées à des famines, et 5 effondrements de civilisation. 5 effondrements dynastiques, plus exactement, c'est-à-dire des moments où la population de la Chine plonge à cause de famines à répétition, suivies de révoltes à répétition et d'invasions souvent de l'étranger. Donc ces événements-là, le dernier a eu lieu au XIXe siècle, ces événements-là sont gravés dans les annales chinoises, dans la mémoire des Chinois, ils sont enseignés à l'école et c'est plus jamais ça dans leur esprit. Et donc, ils s'y préparent parce qu'ils ont conscience d'être sur le point de connaître un autre bourbier, même s'ils n'emploient pas ce terme. Par exemple, la Chine, j'ai oublié de préciser au lancement que je viens de publier avec Jean-Michel Valentin un petit livre sur El Niño, histoire et géopolitique d'un dragon climatique, je crois que c'est le terme non, d'une bombe climatique, c'est le terme qu'on a fini par retenir, et qui vient de paraître chez Nouveau Monde Éditions. Dans le cadre justement d'un possible événement El Niño majeur, la Chine achète des grains depuis plusieurs années et les stocke. Elle a aujourd'hui 1 an et demi de stock, a priori, d'après les experts, chez elle, prêt à être distribué à la population si besoin. Voilà. Ce qui pose la question, nous, de notre impréparation, en sachant évidemment que El Niño risque d'affecter davantage l'Asie des moussons, donc la Chine, l'Inde, l'Asie du Sud-Est, et également l'Indonésie, les Philippines, enfin toute cette partie-là du monde, l'Australie également, et d'une autre façon l'Amérique latine. Mais on sait que dans les archives, pour le coup, au XIXe siècle, des événements El Niño majeurs ont provoqué des famines catastrophiques en Asie. Donc, les Chinois ont la mémoire de ces événements-là et ils essayent de s'y préparer. Ce qui contraste effectivement avec notre naïveté, je dirais presque, en Occident ou en tout cas en Europe, à penser que ces choses-là appartiennent au passé. C'est vrai que on le voit avec la Chine qui a son expansion maritime. Les gens se disent mais pourquoi ils construisent ces mini-îles artificielles? C'est pour sécuriser le poisson et la nourriture au milieu de la mer de Chine en fait. Oui, ça va même au-delà. Visiblement, l'ambition chinoise, en construisant sa méga flotte de pêche, c'est de pouvoir s'engouffrer dans les brèches du droit international pour revendiquer des pans entiers de la haute mer qui aujourd'hui n'appartiennent à personne. Ce sont des biens communs. On est en train d'en discuter aujourd'hui dans le cadre d'une instance internationale sur le partage des ressources potentielles, puisqu'il y a aujourd'hui des ressources halieutiques. Au rythme où on les exploite, il y en aura peut-être moins. Enfin, de toute façon, elles sont en voie de déplétion. Il faudrait réguler pour permettre au stock de la plupart des espèces pêchées de ne pas s'effondrer, comme ça s'est déjà passé assez souvent dans le passé. Mais surtout, l'enjeu derrière, c'est la capacité à aller chercher de potentiels minéraux dans les grands fonds marins. Il y en a de plusieurs sortes et notamment il y a des métaux rares et des terres rares qui seraient susceptibles, comment dirais-je, de favoriser une transition énergétique à grande échelle. Sauf que on ne connaît rien aux grands fonds marins et qu'on sait qu'il y a des processus biologiques en cours dedans. On sait qu'ils ne sont pas stériles comme on le croyait depuis longtemps, qu'il y a de la vie et on pense que ça contribue pour une très large part à la captation carbone des océans.
Ouais, donc il y Captation de a carbone que l'on met déjà en danger, et donc aller exploiter ces minéraux et surtout laisser des acteurs dérégulés, à l'instar de la Chine ou des grandes firmes minières, aller les chercher alors qu'on ne peut pas surveiller ce qui s'y passe et qu'on ne sait pas si ces activités-là risquent de déstabiliser l'écologie des grands fonds marins et qu'elle est un pari risqué sur l'avenir. Donc, derrière le comportement de la Chine, il y a plusieurs enjeux qui sont abyssaux. Ouais, c'est vrai qu'on le voit, moi j'ai vu des reportages là-dessus sur ces fameuses petites boules qui sont sous le fond des océans Les avec des nodules machines sous-marines polymétalliques, oui. et qui vont essayer de les attraper. Et pourtant ils disent attention, ça va faire de la poussière, ça va faire enfin la poussière, du sable Oui, qui va pouvoir du sable en suspension qui risquerait effectivement d'affecter sur de grandes distances euh, les écosystèmes marins. Alors, c'est d'ailleurs assez symptomatique parce qu'il y a des firmes qui tentent déjà des expériences pour exploiter ça, et ça se passe toujours dans des eaux qui sont, on ne va pas dire dérégulées, mais soumises à un contrôle très minimal. Les premières expériences ont eu lieu au large de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Qui a accepté de donner à une compagnie minière canadienne une tentative d'exploitation de ces nodules polymétalliques. Bon, la compagnie a perdu du fric, mais elle y a acquis de l'expérience. Et aujourd'hui, elle a trouvé que la Papouasie-Nouvelle-Guinée devenait trop gourmande et elle a déménagé ses activités vers l'île de Nauru, qui est, alors pour le coup, un classique de l'effondrement, on va dire. C'est une toute petite île qui a été détruite à cause de ses ressources en guano. Oui, c'est vraiment un exemple typique. J'ai vu des documentaires oui, là-dessus. C'était une île qui était devenue très très riche, la ça a population qui été était l'île la devenue plus riche obèse du en monde. quelques années. Et du coup, comme elle s'est effondrée, elle vend tout ce qu'elle a. Elle vend sa voix à la Chine, à l'ONU. Elle vend son territoire à l'Australie pour s'en servir comme camp de transit, comprendre prison, pour les migrants. Et elle vend également le droit de faire des expériences de deep sea mining, comme ils disent, de mines L'extraction en de eau minerais profonde, en profondeur. extraction de minerais en eau profonde, voilà. Alors, il y a Ouais, c'est deux vrai autres catégories de minerais également, mais ça serait un peu compliqué de rentrer dans le détail que les nodules polymétalliques. Il y a des encroûtements cobaltifères sur les pentes volcaniques des rifts, grande profondeur. Et il y a une troisième catégorie qui m'est sortie de la tête, mais on peut se renseigner facilement sur les ressources des grands fonds marins. Alors donc, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que vous disiez que la Chine donc se prépare, elle a un temps d'avance, mais pourquoi dites-vous qu'il n'y a plus que quelques dizaines d'années avant le chaos? Ah, alors ça, c'est sur un scénario business as usual. C'est un titre qui a été retenu dans une de mes interviews qui est paru dans un journal en Bretagne. Si on continue sur les trajectoires où nous sommes, avec les politiques qui sont dans les tuyaux, nous nous acheminons effectivement vers le chaos parce que nous ne serons pas en mesure, à l'horizon de la seconde moitié du XXIe siècle, je reste délibérément vague parce qu'il y a énormément de données politiques, de réactions sociétales, etc., qui peuvent faire varier les scénarios. Il n'y a rien d'écrit. Mais le scénario démographique sera difficile à altérer et on sera a priori à peu près 10 milliards dans cette seconde moitié, 10 milliards d'humains sur Terre. Pour vivre décemment, ça sera de plus en plus compliqué sur une planète qui ira en se réchauffant, avec des montées croissantes de la violence et avec comment dirais-je, des accidents, des risques de rupture à l'horizon 2050-2080. Alors, l'une des ruptures les plus facilement anticipables, parce que c'est ce qu'on a le plus étudié, c'est la rupture climatique, parce que celle-ci, elle est vraiment devant nous. Les accords de Paris stipulaient qu'on essaierait de rester vers 1,5 au pire, et qu'on s'acheminerait vers 2 par défaut. Or, ce que nous avons émis, ce que nous sommes en train d'émettre, nous achemine bien au-delà. C'est-à-dire que même si on respectait les engagements des États qui ont été signés à l'issue des accords de Paris et qui sont optionnels, on serait quelque part entre 2,4 et 2,8 suivant les estimations. Pour ma part, je pense que vu qu'on a toujours sous-estimé dans les projections, c'est plutôt 2,8 ou 3.
Et les conséquences, c'est tout simplement que nous allons atteindre le degré 5 à la fin de la décennie présente, vers 2030. Nous serons à 1,5 et nous allons l'être temporairement dans l'année qui vient, avec le El Niño qui commence à s'aborder, à s'amorcer. Nous allons donc vivre une année à 1,5 ou plus. Nous allons voir ce que ça fait. Nous aurons après 2-3 années pour nous préparer à la suite. Et puis nous atteindrons ce 1,5 vers 2030, probablement avant. À l'horizon 2040-2050, nous serons à 2. Et là, nous avons une chance, si nous prenons les bonnes décisions maintenant, de rester aux alentours de 2 tout au long de la seconde moitié du XXIe siècle. Mais il faut saisir cette chance maintenant. Il faut développer toutes les politiques qui sont possibles et notamment introduire de la décroissance là où c'est possible. Là-dessus, je suis effectivement formel, c'est la seule solution réaliste. Et ceci permettrait peut-être de rester dans quelque chose de tolérable. Si on grimpe au-delà des 2, nous allons transformer la planète en enfer. D'un point de vue sociétal, avant de la transformer d'un point de vue climatique, mais les anticipations faites par les dirigeants, on le voit déjà avec Xi Jinping ou Poutine, les anticipations faites par les dirigeants, l'égoïsme national nous mènera au chaos par lui-même, avant même que les ruptures climatiques pleines se fassent sentir. Alors justement, mon livre aura lieu, que je vais écrire, ce sera sur la déconsommation et la décroissance. Pourquoi dites-vous en fait que c'est pas le capitalisme qui est responsable de notre situation actuelle, mais le fait que nous soyons des singes et que le capitalisme est un petit peu comme une religion qui a dit tout le monde peut devenir riche, tout le monde peut vivre dans l'opulence et qui a, pour une fois, accompli le miracle en vrai, au contraire du christianisme et des autres religions où on n'a fait que être dans la promesse. Oui, alors, je vais essayer de répondre à la question en entier. Ce n'est pas le capitalisme qui est responsable. En fait, il fait partie du problème. Ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas le rayer d'un trait de plume et que c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que l'on peut envisager un capitalisme régulé qui soit soumis aux politiques. Et c'est même la seule façon de sortir de l'impasse où nous met l'anthropocène, c'est de dire que il y a des choses qui priment sur l'économie. Aujourd'hui, tout le droit qui a été construit depuis 200 ans donne priorité aux entreprises. On le voit bien, par exemple, avec les produits phytosanitaires utilisés dans l'industrie agroalimentaire. Les agriculteurs sont contraints d'utiliser ces produits pour atteindre les normes de productivité qui sont celles qu'on leur dicte pour avoir les subventions qui leur permettent de continuer leur activité. En revanche, donc ils épandent des choses dont on sait qu'elles sont des poisons, des herbicides, des fongicides, des insecticides. Ces poisons font s'effondrer les écosystèmes, c'est la première cause d'érosion des écosystèmes et ils causent des problèmes dans les nappes phréatiques, les eaux sont altérées, voilà. Ils causent des problèmes d'algues vertes en Bretagne, etc. Il y a une longue litanie derrière et il y a également des problèmes liés aux riverains. On en parle peu parce que l'État ne souhaite pas s'étendre sur ces problèmes, mais il y a un surcroît de maladies diverses liées à l'usage des produits phytosanitaires par les agriculteurs. Ils sont les premières victimes, Parkinson, Alzheimer, différents types de cancers, on le sait. Les riverains aussi sont touchés. C'est véritablement un problème de santé publique que l'on pourrait réguler, mais on ne le fait pas parce qu'il y a des intérêts économiques en jeu et que ceux-ci priment. On peut faire la même analogie avec un certain nombre d'autres produits de l'industrie. Je pense au PFAS, au bisphénol que l'on a tardé à réglementer, à différentes substances dont on fait traîner la production le plus possible pour ne pas léser des intérêts économiques, alors que les intérêts collectifs sont, eux, complètement minés par ça. On sait, par exemple,
Oui, enfin, je pourrais donner d'autres exemples, mais je ne vais pas rester dessus. Donc, ce n'est pas le capitalisme en tant que tel qui est responsable de ça, c'est la hiérarchie qu'on a faite du capitalisme par rapport aux intérêts communs. Si on change le droit, si on met les intérêts communs au-dessus des intérêts économiques, nous pouvons garder un monde plus viable sur le plus long terme. Voilà. Alors, quant à l'analogie avec les singes, c'est parce que dans Cataclysme, pour des raisons narratives, j'ai utilisé la figure de singe comme métaphore de l'humanité, parce qu'effectivement, nous sommes des primates, nous sommes des singes, des cousins, nos cousins les plus proches sont les chimpanzés et les gorilles. On a trop souvent tendance à l'oublier. Alors, donc, moi j'aimais bien cette phrase, c'est que ça va être dur pour les gens de changer parce que c'est vraiment la promesse d'une vie de nabab. Comme vous disiez dans une de vos interviews, vous disiez qu'il faudrait peut-être revenir à un capitalisme, c'est une religion, oui. Oui, c'est compliqué parce qu'il faudrait revenir à un niveau de vie, moi je dis des années 50 en France, vous parlez plutôt de la campagne marocaine, comment on pourrait changer? Parce que justement c'est trop compliqué de faire ce retour en arrière. Alors, c'est trop compliqué, sauf si on considère les alternatives. C'est-à-dire que si les gens sont pleinement conscients de ce qu'est un monde à 2,7 degrés, je pense qu'ils préféreront vivre comme aujourd'hui on vit au Maroc. Très sincèrement. Voilà. Après, c'est une question de conscience, d'adhésion ou pas à la science. C'est une bataille qui n'est pas gagnée puisqu'il y a énormément d'acteurs aujourd'hui dans l'économie comme dans le politique qui, comment dirais-je, prennent d'énormes libertés avec la science et refusent d'entendre ce que disent aujourd'hui les études par rapport au réchauffement climatique, à l'érosion de la biodiversité et aux diverses pollutions. Alors, le niveau de vie marocain ou le niveau de vie des Français dans les années 50, c'est un niveau de vie, alors pour les Français dans les années 50, je ne vais pas me prononcer, mais pour les Marocains aujourd'hui, qui est en dessous des 2 tonnes d'équivalent CO2 émises chaque année, ce qui est le budget, entre guillemets, planétaire dont nous disposons. Le calcul, il est assez vite fait, hein. Les écosystèmes absorbent, a-t-on calculé, 16 gigatonnes de CO2 chaque année sur Terre. Donc, si l'humanité émettait 16 gigatonnes de CO2, nous serions dans les clous pour stabiliser le climat. Donc, c'est une sorte de matelas de sécurité. Malheureusement, nous sommes bien au-dessus. Nous sommes au-dessus de 45 aujourd'hui et ça grimpe chaque année. Donc, il faut réduire cette empreinte, qui est essentiellement liée aux activités industrielles, etc., des pays riches ou des pays développés, à l'instar de la Chine aujourd'hui. Donc, il faut se caler sur le niveau de vie du Maroc pour essayer de rester dans ces eaux-là. Sachant qu'en plus, comment dirais-je, nos options vont se réduire puisque, les écosystèmes, ça on n'en parle pas trop, sont en train de s'éroder, donc ils vont capter moins mécaniquement à l'échelle planétaire, sauf si on les restaure, on peut augmenter leur capacité à capter si on a des politiques protégeant les milieux, première étape, et 2, permettant à des écosystèmes de zones humides, de forêts, notamment tropicales, etc., de reprendre pied ou être recréés. On peut parler aussi de massifs coralliens, de mangroves, enfin il y a énormément de techniques de remédiation des milieux, de réensauvagement qui existent et d'options possibles sur ce point-là. Et le deuxième point, c'est que la population va augmenter, donc mécaniquement, au lieu d'avoir 16 gigatonnes à se répartir entre 8 milliards, nous risquons d'avoir un peu moins de gigatonnes de budget carbone à émettre et à diviser avec 10 milliards de personnes. Donc, il faudra réduire encore nos émissions à terme. C'est des calculs que la notion d'anthropocène permet justement de mener à bien en considérant à la fois les dispositions en écosystème et les émissions, que ce soit celles des sociétés ou des écosystèmes eux-mêmes. Et c'est vrai que vous indiquez que ça doit être nous, les citoyens, qui devront provoquer le changement et pas les entreprises, parce que pour vous, c'est lié en fait au 7 niveaux hiérarchiques des entreprises qui est faite pour déshumaniser et qui ont externalisé les décisions. C'est ça un petit peu aussi qui fait que les entreprises prennent pas conscience, enfin,
comprennent pas le sujet et qu'il faut, entre guillemets, les forcer, c'est ça? Alors, les dirigeants des entreprises sont conscients de ces enjeux, je pense. Simplement, ils ne peuvent tout simplement pas changer du jour au lendemain les trajectoires des entreprises. Il faut bien comprendre que les entreprises, elles ont été créées pour faire du profit. Voilà, ça, c'est leur raison d'être. Elles pourraient faire du social ou elles pourraient, voilà. Sauf que à l'échelle des firmes internationales où la compétition est féroce, franchement, le social, c'est un handicap. Donc, la seule solution consiste à ce que les États s'entendent pour imposer un cadre commun aux entreprises qui respecte un certain nombre de biens communs de l'humanité. Nominalement, ça devrait être l'eau de bonne qualité, disponible pour tous, non empoisonnée par de nombreuses substances chimiques. Ça devrait être l'air de bonne qualité, respirable par tous et non empoisonné par de nombreuses substances chimiques ou émissions de l'industrie. Ça devrait être de la nourriture saine et accessible, et ça devrait être des droits à l'éducation et à une égalité relative, en tout cas à des modes de vie compatibles avec la dignité humaine. Voilà. Et ça doit se calculer dans le cadre des limites planétaires. On retombe sur l'idée de ces limites qui ont été définies dans le cadre des travaux sur l'Anthropocène, mais qui peuvent s'inscrire dans des interactions avec les sociétés, que ce soit aux échelles locales ou à des échelles plus globales, comme avec la proposition de Donut de l'économiste Kate Raworth, où elle propose d'inscrire en fait le fonctionnement économique et social d'une entreprise ou d'une ville ou d'un État ou de la planète entière dans le cadre des limites planétaires. On peut calculer ça. Quelles sont les façons de vivre le plus dignement possible en mettant le moins en danger possible l'habitabilité commune de la Terre. Et c'est une véritable révolution copernicienne, puisque aujourd'hui, jusqu'au droit international, tout est fait pour que les entreprises, pour que le profit des entreprises prime sur le reste. C'est ça qu'il faut détricoter. Ce n'est pas le capitalisme en tant que tel, c'est la hiérarchie des normes. Et effectivement, par rapport aux entreprises, il existe un certain nombre de travaux qui montrent à quel point les entreprises sont, je parle des grandes firmes, psychopathologiques, c'est-à-dire qu'elles agissent uniquement dans le cadre de leur intérêt et n'hésitent pas à manipuler, à faire des mentir, le greenwashing, des choses comme ça, on le voit. À mentir, etc. Mais c'est vraiment de la manipulation à très grande échelle et qui peut aller jusqu'à l'extorsion de fonds ou autre tant qu'il n'y a pas de sanctions. Donc la seule façon en fait de réguler l'activité économique à grande échelle, c'est que les États s'entendent pour se faire. Et quand je dis que ce sont les citoyens qui feront pression, c'est que dans les démocraties, les citoyens doivent faire pression sur les États pour que on en vienne à faire ça. C'est quelque chose qui est, comment dirais-je, la condition sine qua non en fait de ce fonctionnement. Alors justement, comment on peut faire en tant que citoyen, et est-ce que dans les entreprises, on a parlé des grandes entreprises, des multinationales, mais dans les plus petites entreprises, qu'est-ce qu'elles peuvent faire à leur niveau, parce qu'une entreprise individuelle ou une PME de 100, 200, 300, 400, 500 personnes reste quand même foncièrement associée à son créateur. Comment une PME peut agir à son niveau et comment nous, en tant que citoyens, on doit le faire en tant que justement citoyen pour informer les politiciens, etc. Alors, informer les politiciens, j'ai plutôt conscience, la sensation pour ma part, qu'il faut sanctionner selon les valeurs qu'on se fixe, les politiciens qui sont en exercice. Très concrètement, s'informer sur ces sujets et décider de voter, c'est déjà quelque chose. Aujourd'hui, la plupart des gens semblent conscients des enjeux, mais quoi qu'il en soit, dans les urnes émergent soit des populistes, soit des gens qui, à l'instar du présent gouvernement, n'hésitent pas à manier la fake news pour justifier leur action. En tout cas, en écologie, c'est extrêmement manifeste. Donc,
Je dirais qu'il faut être cohérent avec ses votes, mais aller voter tant que c'est encore possible. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on peut toujours agir à une échelle ou à une autre, et quand on est conscient de ces enjeux, l'action est nécessaire pour ne pas plonger dans la dépression. Voilà, partager avec d'autres, se faire l'écho de ce que l'on sait, en parler avec son chef d'entreprise si effectivement nous sommes dans une entreprise telle que vous la décrivez et que le fonctionnement de l'entreprise dépend effectivement des décisions d'une personne ou d'un cercle de personnes. C'est essayer de convaincre ces personnes tant qu'on peut discuter avec elles, parce qu'effectivement, de toute façon, que ce soit pour le greenwashing ou pour, comment dirais-je, des raisons plus sociales et plus sincères, les entreprises sont contraintes aujourd'hui de verdir leur image, autant qu'elles le fassent de manière sincère. Et celles qui ne le font pas de manière sincère pourront être victimes aussi de campagnes de boycott ou de dénonciation. Voilà. Cela implique aussi que l'on sache dans quoi on s'aventure, que le consulting derrière soit cohérent. Par exemple, on a énormément d'arnaques autour des marchés carbone, de la compensation carbone, etc. C'est un système qui est pervers à la base, alors qu'il aurait pu être construit pour être vertueux, et que c'était l'intention initiale. Donc, il y a des choses à réformer, et il y a avant cela, avant d'être en mesure de le réformer, il y a des choses à dénoncer et des pièges dans lesquels ne pas tomber quand on est dans ces sphères-là. Alors justement, c'est une excellente transition. On parlait de verdir. Vous indiquez souvent que la croissance verte est une erreur dans la mesure où il n'y a pas d'obligation pour les entreprises de changer et qu'il n'y aurait pas les moyens de le faire. Quel est votre point de vue là-dessus? La croissance verte, c'est l'arnaque du siècle? Alors, la croissance verte aujourd'hui, enfin, je vais être sévère en disant que c'est un oxymore, mais pour l'instant, on ne sait pas croître sans détruire. Voilà. La croissance verte, on peut dire, OK, on altère moins le climat parce qu'on va passer à des moteurs électriques, mais il faut qu'on reste sur l'idée d'un capitalisme en expansion. Donc, on va faire plus de moteurs électriques qu'on a de moteurs thermiques. Et on émettra moins de gaz à effet de serre. Alors, ça reste à démontrer parce que les ressources en métaux, leur quête, voilà, génère toujours plus de pollution, de gaz à effet de serre notamment, mais également de pollution des eaux, etc. Et le truc jusqu'ici, c'est qu'on a pu masquer ça en sous-traitant à la Chine les dégâts environnementaux. C'est-à-dire que la Chine n'hésitait pas, par exemple dans ces provinces de l'Ouest et au Tibet, à extraire tous les minéraux dont on avait besoin pour cette fameuse croissance verte. Sauf qu'elle a également, comment dirais-je, capté le marché du raffinage, c'est-à-dire que même les minéraux qui sont aujourd'hui extraits, par exemple en Amérique latine, sont acheminés en Chine pour être raffinés. Et en fait, le but, c'était d'être en position de quasi-monopole sur cette question. Et on se rend compte qu'en fait, on a besoin de ces minéraux pas seulement pour faire des moteurs de voitures électriques ou des éoliennes, on en a aussi besoin pour faire voler des avions de combat ou pour construire des réseaux informatiques. Et c'est là où les questions géopolitiques se réinvitent en force face à un État qui a très clairement entrepris d'essayer de préempter une bonne partie des ressources mondiales pour se maintenir à flot dans le siècle qui vient. On ne peut pas rester dépendant de cet état-là pour nos flux vitaux de métaux précieux, rares, etc. Et il va falloir en tirer des conséquences. Les États-Unis en ont tiré les conséquences, ils essayent de se réindustrialiser et ils vont rouvrir des mines chez eux. En Europe, on aura plus de mal. D'abord parce qu'on n'a pas d'endroit complètement désert comme le Montana où aller rouvrir des mines de terres rares. Et que ce qu'on n'a pas forcément compris dans ces enjeux-là, c'est que c'est extrêmement polluant comme activité. C'est-à-dire que on appelle terres rares des métaux qui ne sont pas rares objectivement parlant, ils sont relativement communs dans la croûte terrestre, mais ils sont simplement à des densités absolument hallucinantes de l'ordre de 100 à 200 grammes par tonne de roche. En d'autres termes, il faut passer une tonne de roche au solvant,
il faut les broyer, donc dépenses énergétiques, il faut les laver après qu'on les ait passés au solvant, etc., pour obtenir quelques centaines de grammes de métaux précieux servant aux réactions électriques, électroniques de tout ce qui nous entoure. On ne peut pas, c'est pour ça qu'on ne peut pas remplacer terme à terme 1 milliard de véhicules thermiques par plus d'1 milliard de véhicules électriques, ou alors c'est qu'on accepte de dévaster l'environnement à un point inimaginable. C'est ça l'impasse de la croissance verte. La croissance verte ne serait possible qu'avec des technologies qui ne soient pas impactantes. Or, elles le sont. Ce qu'on a aujourd'hui sous le capot, ce sont des technologies qui sont impactantes sur l'environnement. Elles n'affecteront pas forcément directement le climat, mais elles affecteront d'autres paramètres de la viabilité pour l'humanité de la Terre. Et quand on est conscient de ça, on est obligé de réfléchir. Certes, on aura besoin d'aller chercher des terres rares, mais atteindre les volumes qui sont prévus dans des plans de croissance verte, c'est juste possible dans des raisonnements en silo d'économistes qui ne veulent voir que la disponibilité de ces ressources théoriques et qui après font abstraction de tout ce qui est géopolitique, de tout ce qui est environnement, de tout ce qui est lié à des seuils même d'habitabilité de la planète. Est-ce que ça aurait du sens de tous rouler en voiture électrique si toutes les eaux douces de la planète sont polluées au-delà du possible de la consommation humaine? Voilà. Le mieux serait de réduire le parc de voitures, de l'optimiser d'une autre façon en louant ces véhicules, en les partageant, en renonçant à l'idée qu'on est obligatoirement propriétaire de son véhicule, en contraignant les fabricants de ces véhicules à louer des flottes et à les entretenir, comme ça ils seraient moins sujets à la tentation de l'obsolescence programmée. Et ainsi de suite. On peut faire le même raisonnement avec énormément de choses. On a des théories d'économie durable, d'économie du recyclable, etc. Tout ça, ça abonde. On l'a mis en œuvre à des échelles locales. Il faut simplement passer le palier. Et c'est là où je suis pessimiste. Par exemple, on avait l'idée du bio, de l'agriculture bio, pour remédier aux pires excès de l'agro-industrie, sauf qu'à un moment, le bio a atteint une certaine masse et qu'à ce moment-là, les décideurs, influencés par les lobbies, ont décidé qu'on n'allait pas au-delà. Et donc, on a, de manière délibérée en France, bloqué toute croissance du bio en proposant des logos alternatifs comme la haute valeur environnementale, qui n'a de haute valeur environnementale que le nom, c'est du greenwashing pour le coup, mais dont le déploiement sert à capter un certain nombre d'aides qui auraient dû être fléchées vers le bio afin de lui permettre de continuer à croître. Donc, on assistera peut-être à la même chose avec nos initiatives contemporaines d'économie circulaire, de partage, etc. Une récupération dans un premier temps par l'économie mainstream et ensuite une impossibilité de passer à l'échelle qui sera orchestrée dans le système, qui ne sera pas quelque chose de lié à une impossibilité physique ou sociétale, mais bien à une volonté du système de ne pas se réformer. Et encore une fois, c'est là où les citoyens peuvent intervenir en faisant des groupes de pression et en faisant en sorte qu'un grand nombre de nos concitoyens en sont conscients et en obligeant, comment dirais-je, notre gouvernement à changer de braquet, de logiciel, etc. Ce qui vaut pour la France vaut pour l'Europe, hein, globalement. Là, je m'exprime pour les démocraties. D'accord. Mais justement, là, on se parle au niveau individuel, donc c'est agir, voter. Qu'est-ce qu'on doit faire à titre individuel et qu'est-ce qu'une entreprise? Alors là, après, c'est une deuxième question. C'est quelles sont les solutions pour les entreprises ou qu'est-ce qu'elles doivent anticiper pour anticiper l'effondrement à venir et qu'est-ce qu'elles doivent prendre comme décision clé au niveau de leur organisation, au niveau de leur production. D'abord, individuel pour essayer de faire bouger les choses et ensuite, si je me place du côté de l'entreprise. Alors, l'effondrement à venir, je ne sais pas s'il y aura un effondrement, je vais être sincère. C'est-à-dire, l'effondrement, il existe déjà. En Somalie ou en Syrie, ils sont effondrés.
Voilà, c'est un constat. C'est un constat qui risque de s'étendre à des pans de plus en plus importants de la planète, mais soyons très clairs, les pans les plus vulnérables, ce n'est pas chez nous. Ouais, on l'a vu au Maroc après le tremblement de terre récent. Ils vont pouvoir reconstruire parce qu'ils ont encore les financements, mais lorsqu'il y aura moins de tourisme, quand le prix du blé aura augmenté, là en fait, il se posera des vraies questions sur est-ce qu'on peut reconstruire quoi, à l'identique. Peut-être, ça dépendra aussi des options prises par le gouvernement marocain ou autre, voilà. Mais il y a des endroits qui sont aujourd'hui en voie d'effondrement et la nouveauté, en fait, c'est qu'en Syrie, on n'en verra peut-être pas le bout. C'est-à-dire qu'on aurait pu s'attendre qu'au bout de 50 ans ou 10 ans, on se remette de cette guerre. En fait, elle a tellement dévasté l'environnement, cette guerre. Les puits étaient déjà, les ressources en eau étaient déjà extrêmement impactées par la productivité, le productivisme agricole syrien. Aujourd'hui, la dévastation est telle qu'il n'y a plus de quoi reconstruire en Syrie aujourd'hui. Et par ailleurs, la persistance d'un régime, comment dirais-je, dictatorial fait que personne n'a envie d'investir ou d'aider la Syrie à sortir la tête de l'ornière. Donc, elle va probablement y rester. Donc, on est très loin en France de cette situation et j'ose espérer qu'on va rester très loin, très à distance de ça. C'est aussi pour ça qu'on a souvent fait reproche aux théories de l'effondrement d'essayer de faire peur à des gens qui finalement sont les plus à l'abri de ça aujourd'hui. Voilà. Donc, les entreprises n'ont pas à se préparer à un effondrement à venir parce que s'il y a un effondrement qui vient, de toute façon, elles seront balayées. Il n'y aura plus de place pour des entreprises, à part les entreprises de défense et les entreprises de fourniture de services primaires de type eau ou alimentation. En revanche, il est tout à fait possible de viser à minimiser son impact environnemental et son impact sociétal. Par rapport aux individus, je rappelle souvent les bases en fait du secourisme, c'est-à-dire vous voyez un accident devant vous et en secourisme, on vous dit que ça se règle en 3 étapes. La première chose, c'est vous mettre à l'abri. La deuxième chose, c'est informer les secours. Et la troisième chose, si vous êtes en mesure de rester en sécurité et que vous êtes en mesure d'améliorer les choses, vous portez au secours des gens. Victimes de l'accident. Et franchement, par rapport à ces thématiques qui sont hautement anxiogènes, c'est vraiment la démarche que je recommande aux individus. C'est se mettre à l'abri. Si on n'est pas en mesure d'être face à ces constats-là, ne pas y rentrer de plein front et en discuter avec des gens, partager des cercles de parole, aller dans des endroits où on se mobilise contre ça. Ça peut être un potager en permaculture partagé dans une banlieue, ça peut être une association qui fait de l'humanitaire, il y a plein d'options. La deuxième, c'est informer quand on s'en sent capable. Et la troisième, c'est intervenir. Et c'est là où, finalement, les entreprises peuvent se porter sur le front et dire, OK, nous, on intervient. Ça peut être dans des budgets défiscalisés, comme ceux des fondations, voilà. Ça peut être des initiatives liées à la RSE. Ça peut être des initiatives liées à du réensauvagement, des entreprises qui rachèteraient des forêts pour les protéger des coupes rases. Il y a plein d'initiatives possibles. Certaines sont défiscalisées et peuvent justement être considérées comme vertueuses par les investisseurs. Mais là, je n'ai pas, comment dirais-je, de lumière particulière à apporter. Il existe d'excellents blogs sur cette question et d'excellents intervenants pour la façon dont une entreprise peut, comment dirais-je, agir pour le bien, contribuer. Mais je pense que ça dépend du secteur d'activité. C'est plus facile à une entreprise qui fait, par exemple, des bateaux de plaisance que pour une entreprise qui construit des canons César, quoi. Tout à fait. Et justement, là, vous disiez qu'il ne faut pas espérer dans vos interviews que en ne se protégeant non plus de son côté, ça suffira, puisqu'en fait, il faut miser sur le collectif. Je crois que vous disiez à un moment donné, si vous faites pousser vos choux et vos carottes dans votre jardin, avec
la déconsommation, alors je parlais peut-être pas d'effondrement, mais déconsommation et décroissance, il y aura toujours quelqu'un pour venir vous piquer vos choux et vos carottes dans votre jardin. Donc justement, c'est pensée collective, hein, c'est ça qui est important, d'après ce que j'ai compris. Alors l'humanité a, comment dirais-je, dominé la planète simplement parce qu'elle était un des animaux collectivistes les plus efficaces qui soient, avec le langage, les systèmes de croyances partagés que sont les religions ou le capitalisme, etc. Donc nous ne survivrons qu'ensemble. Le mythe du survivaliste Rambo, etc., il s'effondre à la première égratignure s'il n'a pas accès à de quoi désinfecter ses plaies. Donc, très sincèrement, je pense que notre époque est malade de ne pas communiquer, de s'enfermer dans des bulles et de ne pas échanger. On voit de plus en plus de radicalité émerger sur les réseaux sociaux. Ça sert une certaine forme de capitalisme dérégulé, hein, il ne faut pas se leurrer, mais nous ne sommes plus capables d'écouter avec tolérance des contradicteurs et de discuter avec eux. C'est du moins de plus en plus rare. Les formes qui sont mises en scène, même dans les débats télévisés, ne s'y prêtent plus guère. Et je trouve ça très dommage. C'est-à-dire que il y a des moments où le constat s'impose. Nous sommes dans un monde qui se réchauffe, où il va devenir de plus en plus dur de faire pousser de la nourriture et où nous sommes aujourd'hui contraints, parce que nous croyons à un certain modèle économique, nous sommes aujourd'hui contraints d'empoisonner de plus en plus cette nourriture pour la faire pousser. Et ces tensions-là, elles ne vont pas se résoudre dans les affrontements, dans les manifestations, dans les bagarres. Elles ne peuvent se résoudre qu'en mettant les différents comment dirais-je, protagonistes de cette histoire autour de table et en essayant d'harmoniser nos positions vers ce qui est raisonnable. J'aime bien l'expérience qui a été tentée, même si elle s'est montrée sans lendemain, de la Commission citoyenne sur le climat. Vous prenez 150 citoyens tirés au hasard, vous faites défiler les experts devant eux, ils enquêtent de leur côté, et au lieu d'avoir, comme dans la population classique, 30% de climato-sceptiques, vous avez à la fin 0% de climato-sceptiques qui sont tous convaincus qu'il y a un problème climatique, et même ils s'en emparent et ils proposent vraiment des solutions opérationnelles que le gouvernement avait imprudemment dit implémenter sans filtre à l'issue des délibérations. Ce qui a donné lieu à un bel épisode de rétropédalage parce qu'on n'avait pas prévu la suite, c'est-à-dire que des mesures effectives sortiraient de ce brainstorming et qu'il faudrait les appliquer pour un monde meilleur. Et donc, tout l'enjeu ensuite pour le gouvernement a été de détricoter au maximum ces mesures lorsqu'elles impactaient trop certains symboles économiques. Bon, passons. Mais cela montre clairement la voie à suivre, c'est-à-dire l'éducation des citoyens, leur bonne information et leur association à des dispositifs de décision démocratique qui devraient être aussi bien considérés que le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Et là, je pense par exemple à la troisième chambre constitutionnelle, qui est le Conseil économique, social et environnemental, puisqu'on a rajouté un « E » il y a quelque temps. Ce conseil-là, il sert essentiellement aujourd'hui à faire de l'expertise qui n'est pas écoutée par le gouvernement, à caser des vieux experts qui ont bien servi pour voilà, et ça ronronne, mais on pourrait réellement faire un game changer en poussant des citoyens tirés au sort dans cette instance à s'informer sur un certain nombre de sujets cruciaux, le climat, la biodiversité, les pollutions, et à être une force de conseil et de soutien à l'exécutif et au législatif. Et là, on pourrait réellement parler d'une démocratie française. Simplement, cette solution, tout aussi banale et évidente qu'elle soit, n'est visiblement pas dans les tuyaux et on peut le regretter. Ça rejoint un petit peu le fait de vendre des nouveaux imaginaires, des nouveaux récits, sauf qu'on entend beaucoup de choses en disant que, en étant réaliste, en disant va y avoir des grosses difficultés, un petit peu comme Churchill qui disait nous allons aller vers du sang et des larmes, mais en expliquant qu'il y aura des gagnants et des perdants, mais qu'il faut y aller, quoi. C'est un petit peu
la conclusion que je dirais de cet entretien. Justement, Laurent, dans vos différents échanges, bon, vous nous indiquez qu'il y a des initiatives individuelles à prendre. Souvent, vous indiquez qu'il y a une initiative simple à prendre qui est manger moins de viande. Bon, moi, j'essaye de m'y tenir le plus possible sans arriver à être totalement végétarien. Mais quel serait pour vous le début du commencement? S'il y avait une chose à faire simple, soit à titre entreprise, soit à titre individuel, Alors, faire. les deux choses qui sont reconnues comme actions individuelles susceptibles avec un consensus, c'est manger moins de viande et éviter de prendre l'avion. des choses tellement évidentes. Ouais, ça a l'air évident, mais en même temps, on peine à le faire alors que ça devrait être accompagné par l'État. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde un faux steak en rayon, par exemple, un steak fait à base de soja, il est au même prix que la viande, voire parfois plus cher. Il y a une anomalie complète parce que pour faire du porc ou de la vache, il faut utiliser du soja ou équivalent pour faire grossir l'animal avec voilà. Donc il y a comment dirais-je, d'abord un marché qui est littéralement truqué en fonction des intérêts économiques des distributeurs, et ensuite une façon de structurer l'agro-industrie elle-même autour de la production de viande qui pousse les agriculteurs à faire des céréales qui vont engraisser des bovins, qui vont… Voilà. On peut déstructurer ça en réorientant les aides, en poussant à avoir des animaux plus rares, non concentrés dans des élevages qui sont, comment dirais-je, éthiquement inadmissibles, mais étant dans des systèmes extensifs de pâturage, etc., avec pour le coup, au lieu d'être des émetteurs de gaz à effet de serre, favoriser la captation en pâturant les prairies, favoriser la captation de gaz à effet de serre, etc. On peut… Tout ça, ça existe, c'est en études, voilà. Sauf que les études ne sont jamais consultées. Mais on paye aujourd'hui en France des équipes formidables de chercheurs, à l'INRAE notamment, pour mettre ça en équation, pour montrer à quel point on pourrait changer ce système pour en faire quelque chose qui soit beaucoup plus favorable au maintien d'un environnement sain. Mais on ne le fait pas parce qu'il y a des intérêts économiques en jeu. Voilà. Et c'est juste complètement surréaliste parce que même quand on démontre que ces intérêts économiques tirent un bénéfice largement inférieur au coût enregistré par les sociétés en termes de nettoyer l'eau, pollution, maladies, etc., on ne va toujours pas vers des systèmes plus durables. C'est aussi pour ça, quelque part, que la croyance dans la capacité du marché ou du capitalisme à améliorer les choses est absolument dévastatrice. Ouais. Il faut des entreprises qui soient sincères, c'est-à-dire qu'effectivement, les entreprises ont pour but de faire du profit, mais ce n'est pas en étant dérégulées ce n'est pas en laissant faire le marché qu'elles pourront atteindre ces objectifs-là sans casse. Alors j'aurais une ultime question pour vous, et c'est la dernière. Là, donc, ces deux initiatives, moins manger de viande et moins prendre l'avion, mais est-ce que ça va être suffisant pour éviter de se prendre le mur, ou ça va juste être un choc un peu moins violent? Parce que si c'était juste manger moins de viande et prendre moins l'avion, ça serait trop simple. Alors, ce qui est génial avec notre société contemporaine, on ne le réalise pas, mais on a énormément de gras et de ressources. Donc, ça n'a rien à voir avec prendre le mur ou pas le prendre. Progressivement, on va, comment dirais-je, devoir prendre moins l'avion et manger moins de viande, ne serait-ce que parce que ce qui est rare va devenir mécaniquement cher, ou on va orchestrer la rareté, ou que sais-je encore, mais ça va devenir plus compliqué. Et ça va devenir accessible à de moins en moins de gens qui devront consacrer, et c'est déjà le cas, leurs ressources à l'alimentaire, par exemple. Aujourd'hui, l'alimentaire
connaît des flambées. C'est lié d'abord à la guerre en Ukraine, mais c'est aussi lié à des causes environnementales. On va avoir de plus en plus de mal à garantir un flux continu de production agroalimentaire tel qu'on le connaît aujourd'hui. Alors, on a de la marge. On produit assez de céréales sur la planète pour nourrir 12 milliards de personnes. On en a 8 à nourrir pour l'instant. Mais on nourrit beaucoup de bétail pour manger de la viande de très mauvaise qualité avec une trop grosse part de ces céréales. Mais mécaniquement, on va prendre moins l'avion, que ce soit parce qu'on aura honte de le faire ou parce que ça deviendra de plus en plus cher. Mais mécaniquement, on va manger de moins en moins de viande parce que de plus en plus, on va se tourner vers d'autres types de produits. Mais après, on va construire des récits pour l'expliquer parce que, pour ma part, je ne pense pas qu'on crée le monde de demain avec des récits. On explique le monde d'aujourd'hui avec des récits. Et les récits qui fonctionnent, c'est les récits partagés. C'est également là où c'est intéressant par rapport au marketing, c'est-à-dire que il faut que ce récit percute une communauté, qu'il soit repris par chacun et enrichi par chacun et redécliné par chacun pour qu'il fonctionne. En d'autres termes, ce n'est pas parce que quelqu'un pond un récit prêt à l'emploi que celui-ci va fonctionner. Il ne fonctionnera que s'il explique le monde tel qu'il est et sa trajectoire actuelle. Et donc, par rapport au mur, moi je le vois très loin dans nos sociétés, très loin à l'échelle de nos vies à nous. Voilà. Ouais. On a beaucoup de gras. Le gras le plus évident aujourd'hui à jeter, c'est effectivement l'alimentation carnée et l'avion. Il y en aura d'autres qui s'imposeront, très probablement tout ce qui est infrastructure routière, auquel on peut substituer d'autres types de transports, plus doux, plus compatibles avec un développement durable, j'aime pas trop ce terme, mais pour le coup, il s'impose, des productions plus locales, etc. De toute façon, dans des situations de tension géopolitique, on va devoir devenir plus autonome en termes alimentaires, et donc on va également réfléchir à ça. Ben, merci Laurent pour cette touche d'optimisme, parce que tout le monde ne l'est pas autant que vous, et merci pour cette conclusion qui nous pousse vers l'avant et imaginer justement ces nouveaux récits, ces nouvelles sociétés. Alors si on veut en savoir plus sur vous, on va sur quel site internet? Et est-ce que vous pouvez juste rappeler le nom de vos derniers ouvrages? Alors, les derniers, c'est Vortex, qui est sorti en début 2023, co-signé avec Nathanael Wallenhorst, donc faire face à l'Anthropocène. Et le deuxième qui vient de sortir, c'est El Niño, histoire et géopolitique d'une bombe climatique, que je co-signe avec Jean-Michel Valentin. Ben, merci Laurent pour toutes ces informations. Je vais me précipiter sur le dernier que je n'avais pas encore eu dans ma collection. Merci encore. Merci Frédéric.